Du coup, je vais vous faire mon top 10 de mes personnages préférés de Ninjago. À la 10e place, je mets Cole, le maître de la terre, le ninja de la terre. Analyse du personnage, Cole, c'est le rock de l'équipe et ce n'est pas seulement dû à son élément, c'est le personnage qui apporte de la stabilité, quand tout s'effondre, souvent relégué au rôle du gars fort. Sa profondeur réside dans sa loyauté et son rapport complexe avec sa famille. Il a abandonné les attentes de son père qui voulait qu'il fasse un autre métier pour suivre sa propre route. Fait d'armes saison 1 à saison 9, son déclic survient lorsqu'il doit choisir entre prouver sa valeur à son père et sauver la vie de ce dernier. En l'arrêtant dans sa chute, il débloque son vrai potentiel. Saison 5, il est transformé en fantôme, c'est ce qui est très triste. Et en saison 9, alors que les ninjas sont coincés dans le royaume des chasseurs, c'est Cole qui garde la tête froide. Il élève le jeune Wu, quand Wu devient bébé. Maître Wu devient bébé, lui transmettant les valeurs du Spinjitzu. Et le Prime, son Prime, il est dans la saison 9. C'est ici qu'il montre une maturité absolue. Il passe du statut de simple combattant à celui de mentor et de pilier émotionnel pour toute l'équipe. Du coup, à la 9e place, je mets Nadakan, un des méchants les plus forts de tout Ninjago. Analyse du personnage qui apparaît dans la saison 6, le grand méchant de la saison 6. Nadakan est sans doute l'un des méchants les plus intelligents et les plus machiavéliques de Ninjago. Contrairement aux monstres qui cherchent la destruction brute, Nadakan est un manipulateur de génie. Encore plus, c'est c'est le plus grand manipulateur de tout Ninjago, même devant Maître Tien peut-être. Son arme principale n'est pas sa lame, mais la psychologie. Il repère les faiblesses, les doutes et les doutes les plus profonds des ninjas, par exemple, pour les pousser à faire des vœux qui se retournent contre eux. Fait d'armes saison 1 à 9, saison 6, il isole. Il fait en sorte que les ninjas soient seuls et les neutralise un par un sans jamais utiliser la force brute. Au départ, Zayn, Kai et Jay, tous tombent dans ses pièges. Il est voilà, donc c'est mes arguments, c'est mes arguments pour Nadakan. Du coup, à la 8e place, je mets Crux, le maître du temps du passé. Analyse du personnage, Crux incarne le danger et de la nostalgie toxique. Refusant l'évolution du monde, il méprise la technologie moderne et voue une adoration, et il adore le passé. Ce qui le rend fascinant, c'est sa patience effrayante. Il a été capable de s'infiltrer au cœur de la société de Ninjago pendant plus de 40 ans, sous l'identité du Dr Saunders, préparant sa revanche dans l'ombre la plus totale. Fait d'armes saison 1 à 9. Saison 7, c'est la saison où c'est la saison où il apparaît. Infiltration réussie du musée d'histoire de Ninjago pendant 4 décennies, sans éveiller le moindre soupçon chez Wu ou Garmadon. Il élève une armée entière de guerriers, de vermilions, de serpents, à partir de la couvée et du venin du grand dévoreur. Il conçoit le Destroyer du temps, une machine capable de... Le détroyeur du temps, la machine du temps, une machine capable de voyager à travers les époques pour réécrire l'histoire de Ninjago à son avantage. Son prime, c'est pendant la saison 7, les mains du temps, un cerveau hors pair qui prouve que la patience et la stratégie peuvent rivaliser avec les plus grands pouvoirs élémentaires. Du coup, à la 7e place, je mets Acronix, le maître du temps du futur. Analyse du personnage, exact opposé de son frère Crux. Acronix est dynamique, impulsif et complètement fasciné par le monde moderne. Après avoir été projeté 40 ans dans le futur, il s'adapte instantanément à la technologie, aux smartphones et aux gadgets en combat. Son style est redoutable. Il utilise le contrôle du temps pour perturber les réflexes de ses adversaires. Fait d'armes, saison 7, épisode 1. Dès son retour dans le présent, il affronte le maître Wu
en duel au monastère, au bâtiment des ninjas. Il lui inflige le coup du temps, un sort fatal qui condamne Wu à un vieillissement accéléré. En duo avec son frère, il combine la lame d'accélération et la lame de ralentissement pour rendre les attaques des ninjas complètement inefficaces en combat rapproché. Son prime, c'est dans la saison 7, où il est le méchant principal avec Crux. Sa scène d'introduction au premier épisode montre un niveau de maîtrise martiale et une menace et un danger immédiat, comme très peu de méchants dans Ninjago. Du coup, à la 6ème place, je mets Klaus, le second de Maître Chen, le sorcier de l'ombre. Analyse du personnage, rival historique de Garmadon lorsqu'ils étaient tous deux élèves de Maître Chen. Klaus apporte une touche de magie sombre et puissante à l'univers de la série, contrairement aux autres combattants qui se reposent sur leurs arts martiaux. Klaus maîtrise les sorts, les invocations et les invocations. Sa rancœur de vengeance le rend quasi impossible à battre définitivement. Fait d'armes, saison 4, c'est là où il est à son prime. Bras droit des volontés de Maître Chen, il invoque un serpent anaconda géant qui tient tête à Garmadon dans un duel de magie mémorable. Et aussi en saison 6, bien même c'est lui qui a trouvé l'objet qui a invoqué Nadakan, et après Nadakan qui l'a transformé en fantôme, déclenchant indirectement tous les événements de la saison 6. Et du coup, de son prime dans la saison 4, à l'apogée de sa puissance physique et magique, imposant une présence hyper puissante à chaque apparition sur l'île de Maître Chen. Du coup, à la 5ème place, je mets Moro, le maître du vent. Analyse du personnage, Moro est l'incarnation de la tragédie. Premier élève du maître Wu, on lui a fait croire qu'il était destiné à devenir le ninja vert. Lorsqu'il a appris la vérité et que la vérité lui a été révélée, que ce n'était pas lui, qu'il n'était pas destiné, on lui a fait croire qu'il était destiné à devenir le ninja vert. Et lorsqu'il a appris la vérité, que ce n'était pas lui, le ninja vert, et son monde s'est effondré. Dévoré par l'orgueil et le besoin de prouver sa valeur à son maître, il s'est perdu. En étant très triste, son retour sous forme de fantôme est guidé par une rancœur profonde, mais sa fin offre l'une des plus belles rédemptions de la série saison 5, où il est à son prime. Il possède le corps de Lloyd dès le début de la saison, privant les ninjas de leur leader et de leurs pouvoirs élémentaires. C'est un méchant très intelligent aussi. Il bat les ninjas à presque toutes les étapes de la course pour trouver l'endroit où était caché le premier maître du Spinjitzu. Moment culte lors de la défaite, alors qu'il tombe et qu'il est presque en train de tomber dans l'eau, ce qui le battrait, ce qui ferait qu'il perdrait le combat. Il tend la main à Wu, non pas pour être sauvé, mais pour lui donner le cristal du royaume. Un geste très triste. Son prime dans la saison 5, un méchant ultra populaire, charismatique, porté par une écriture dramatique parfaite et une maîtrise impressionnante de l'élément du vent. Du coup, à la 4ème place, je mets Maître Chen, qui est mon méchant préféré de tout Ninjago, l'antagoniste théâtral. Analyse du personnage, Maître Chen est un chef-d'œuvre de chaotique, de mauvais chaotique. Il n'a aucun pouvoir élémentaire personnel, mais sa folie douce, son excentricité et sa capacité à manipuler les gens font de lui un ennemi incroyable. Il transforme la guerre en spectacle avec sa devise emblématique. Il doit en rester qu'un lors de son tournoi des élémentaires. Il a même une île privée. Il est ultra riche avec son restaurant de nouilles.
C'est un stratège incroyable né qui sait utiliser les autres pour régner sur le monde de Ninjago. Son passé, c'est lui qui a orchestré les tensions entre les maîtres élémentaires et les serpents pendant la première guerre des serpents, divisant pour mieux régner, les divisant pour mieux régner ensuite. En saison 4, lors de son prime, il attire tous les maîtres élémentaires sur son île privée, sur son île à lui, où il avait capturé Zane, sur son île, sous prétexte d'un tournoi, leur volant leur pouvoir un par un avec le sceptre, avec son arme, qui vole le pouvoir des maîtres élémentaires, et réussit à transformer son armée en guerrier Anaconda, en serpent. Son prime lors de la saison 4, il contrôle tout le scénario de la saison. Il est drôle, imprévisible et très intelligent, ce qui en fait l'un des méchants les plus divertissants à regarder et mon méchant préféré de tout Ninjago. Du coup, à la 3e place, je mets Jay, le ninja de la foudre ou de l'électricité de la foudre. Analyse du personnage, souvent perçu comme l'élément comique de l'équipe, avec ses paniques et ses blagues à répétition. Jay est en réalité le cœur battant de l'équipe. C'est un inventeur de génie et un personnage profondément empathique. Mais ce qui rend Jay exceptionnel, c'est déjà qu'il est très drôle, et c'est ce qui se passe quand il est poussé dans ses derniers retranchements. Il devient le combattant le plus déterminé et le plus impressionnant de tous. Fait d'armes, saison 1, il est le premier ninja de l'équipe à débloquer son vrai potentiel pour sauver Nya d'une chute dangereuse de montagne russe. En saison 6, il est à son prime en saison 6, alors que tous ses amis ont été capturés par Nadakan. Jay se retrouve seul, il n'abandonne pas, monte une équipe de secours et surpasse le Nadakan en utilisant son tout dernier vœu, son souhait, avec une intelligence remarquable. Et en saison 9, il fait preuve d'une résilience mentale héroïque face à la captivité et aux épreuves dans le royaume des chasseurs. Son prime lors de la saison 6 avec Nadakan, c'est sa saison. Il passe du statut de ninja pas ultra fort, comique, à celui de héros absolu, des ninjas capables d'assumer les poids du monde sur ses épaules. Du coup, à la 2e place, je mets Kai, le ninja du feu. Analyse du personnage, Kai est le visage originel de Ninjago. Impulsif, arrogant et passionné, il a commencé l'aventure motivé par le fait de sauver sa sœur Nya. Son arc narratif est une leçon d'humilité. Il a dû apprendre à maîtriser le feu intérieur intérieur en lui, et à accepter qu'il n'était pas le ninja vert, et à devenir le protecteur ultime de la famille qu'il a choisi. En saison 1, le moment où il abandonne le fait de vouloir être le ninja vert afin de plonger dans le volcan et sauver le jeune Lloyd, est l'une des scènes les plus fondatrices de la série. En saison 4, il sert de grand frère et de mentor à Lloyd, tout en jouant un rôle d'infiltré crucial dans les troupes de Maître Chen. En saison 5, il est le moteur moral de l'équipe, refusant d'abandonner Lloyd lorsqu'il est possédé par Moro. Et son prime, c'est lors de la saison 4, le tournoi des élémentaires. Kai y dégage un charisme fou, un leadership naturel, et prouve que sa vraie force réside dans son cœur et sa protection envers les siens. Envers les siens. Du coup, à la 1re place, je mets Lloyd, le ninja vert ou le maître d'or. Le ninja d'or, on peut l'appeler comme on veut. Analyse du personnage, Lloyd possède l'évolution la plus riche et la plus complexe de toute la série. Introduit en tant que gamin immature voulant jouer au méchant pour faire comme son père, il découvre qu'il est le ninja vert destiné à affronter ce même père. Lloyd porte une responsabilité immense dès son plus jeune âge. Il incarne la croissance, le sacrifice, le pardon et la sagesse. En saison 2, il atteint la forme du maître d'or ultime et bat Overlord, qui est à son prime à ce moment-là, le méchant, dans un combat incroyable au sommet de la métropole de Ninjago. En saison 8 et 9, face au retour de Garmadon, son père,
dans sa version méchante de Garmadon, sous sa forme la plus méchante, l'œil perd ses pouvoirs élémentaires. Au lieu d'abandonner, il mène la résistance et finit par vaincre son père en appliquant la leçon ultime du Spinjitzu, l'art la leçon ultime du Spinjitzu et son prime en puissance. C'est lors de la saison 2, dans la bataille finale, avec la forme du maître d'or en développement, développement et maturité en saison 9, où il devient un vrai maître capable de vaincre tous les adversaires qu'il veut.